Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, c'est un numéro particulier. Nous sommes en pleine semaine du podcastant. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs de podcasts se mobilisent pour mettre en avant le monde associatif et ses valeurs. Alors, quel est l'objectif ? Collecter des dons et promouvoir les valeurs de l'altruisme et de la solidarité. Pour les promesses de dons, vous trouverez le lien dans la bio de l'épisode. C'est un événement sans but lucratif, donc en tous les cas pour 2 minutes de bonheur, mais juste au service de belles causes. Et cette belle cause, c'est l'association Ensemble pour la petite enfance. Alors c'est une super mobilisation, ce podcaston, et on est très sensible à Bulle de Bonheur. En plus, c'est aussi la semaine du lancement de notre campagne Ulule pour la sortie de notre coffret maternité et évidemment, nous avons eu envie de lier les deux et inviter Nathalie Casso-Vicarini. Comme vous allez pouvoir le voir, elle défend la plus belle des causes, celle du bien-être des jeunes parents et l'éducation du tout petit. Son expertise n'est plus à démontrer. Vous pourrez lire toute sa bio sur notre site. Alors, si je résume tout de même tout ce que fait Nathalie, tu es fondatrice et déléguée générale de l'association Ensemble pour la petite enfance et vice-présidente du Conseil français des associations de droits de l'enfant. Tu fais partie du comité des 1000 premiers jours auprès du président de la République française et tu es co-rédactrice du rapport et des propositions coordonnant les sujets de congés parentaux et d'accompagnement des professionnels de l'enfance. Je rejoins véritablement tes valeurs d'accompagnement dans la bienveillance et dans l'écoute et surtout le fait que tu mettes en avant, comme nous le faisons avec notre coffret maternité, combien une maman bien dans son corps et dans sa tête est un vrai soutien, bien sûr pour elle-même, mais aussi pour son bébé, pour son conjoint, pour tout son entourage et aussi plus largement pour la société. Bonjour Nathalie, ravie de t'accueillir. Bonjour Raphaël, merci. Allez, je change de regard. Démarrons avec notre première question. Dis-nous Nathalie, qu'est-ce qui te rend heureuse dans ton quotidien ? Ce qui me rend heureuse, c'est de voir mes proches heureux. Voilà, je pense que c'est important. Ça nous permet de nous synchroniser, de nous mettre sur la même longueur d'onde et de partager des moments ensemble. Quand nos enfants vont pas bien et qu'on est parents, on se sent pas forcément au mieux de sa forme. Et quand nos parents vont pas bien non plus, on s'inquiète pour eux. Donc, je crois que déjà dans la vie, quand nos proches vont bien, s'épanouissent. Dis-moi, souvent on dit que quand maman va, tout va. Est-ce que il y a ce lien justement entre le bien-être de la maman? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient faire que l'enfant est bien lui aussi? Ouais, c'est une bonne question. En fait, toute la littérature scientifique internationale nous confirme que quand un parent est dans de bonnes dispositions et vit une vie pas trop stressante et a plutôt une vie épanouissante, eh bien ces caractéristiques vont pouvoir se transmettre au bébé, même in utero. On sait que la paroi utérine, elle filtre beaucoup de choses, notamment la lumière, le son, mais très peu le stress. Et quand il est répété et intense, eh bien, un stress chez la maman peut venir freiner le développement cérébral du bébé à naître. Donc, c'est important d'entourer la maman de précautions, d'attention particulière, parce que c'est quand même des moments de vie unique. Et la maman, elle a vraiment besoin d'être très en sécurité dans son univers pour elle-même être sécurisante pour son bébé. C'est Boris Cyrulnik, le docteur Boris Cyrulnik, qui parle de niche sensorielle. Il dit pour qu'un parent soit sécurisant, il a besoin d'être sécurisé lui-même. Et nous, professionnels, on agit sur le milieu, c'est-à-dire avec le milieu, les parents, pour que le milieu soit bienveillant avec les enfants. Donc il y a une corrélation évidente que souligne toute la littérature scientifique internationale sur le fait d'être soi-même dans des bonnes conditions pour partager ces bonnes conditions, parce que c'est très très contagieux avec nos enfants.
Alors, il y a une vidéo que je recommanderais, qui est une source gratuite sur notre page YouTube, Ensemble pour la petite enfance, et qui s'appelle Naître en santé. C'est une série de 50 vidéos de 2 minutes qu'on a réalisées avec nos partenaires québécois. Donc, il y a des petits accents québécois de temps en temps. Et on plonge dans le fœtus et on comprend bien vraiment cette nécessité d'accompagner au mieux les parents pour qu'ils soient eux-mêmes sécurisants auprès de leur bébé et de leur apporter tous les facteurs de protection possibles. Mais alors, du coup, tu disais tout à l'heure qu'il y a effectivement cette paroi utérine qui ne va pas faire barrière au cortisol. Ça va être effectivement exactement la même chose pour l'enfant qui va être petit à la naissance. Il arrive un moment où l'enfant arrive à gérer le stress lui-même, où il apprend à le gérer lui-même. Quand il naît, c'est le bébé humain, le petit homme, c'est l'être le plus immature parmi tous les mammifères au monde. Et il faut 5 à 6 ans pour que les connexions neuronales entre le cortex orbitofrontal, qui est le cerveau de la réflexion et de la mémoire, se connectent avec le cerveau émotionnel. En fait, quand un tout petit, dès la naissance, jusqu'à 5-6 ans, il y a des tempêtes émotionnelles considérables, un tout petit qui a peur, eh bien, il peut pas réguler sa peur tout seul. Il en est incapable parce qu'il n'est pas équipé, les cerveaux sont pas connectés. Par exemple, un enfant qui a peur d'un gros chien parce qu'il a jamais vu de chien de sa vie, bah il va être en grande difficulté, il va pleurer, il va manifester des signes de détresse. Alors que s'il voit ce chien qui est attaché et avec la laisse est dans la main de son maître, petit à petit, on va répéter la situation, plus ça va lui, et on va mettre en mots, plus il va comprendre qu'il n'y a pas de danger pour lui. Et cette connexion, elle se crée, puis elle se renforce, elle se consolide. Et c'est ce qui fait les compétences et c'est ce qui permet la régulation émotionnelle. Mais ça se fait, tout au long de l'enfance et jusqu'à à peu près 25 ans. C'est-à-dire qu'il y a des grandes émotions pour lesquelles les ados sont pas en capacité de prendre du recul parce que, eh bien, c'est des périodes sensibles dans l'enfance. C'est ce qu'on appelle des périodes sensibles pendant lesquelles le jeu des hormones fait la situation. C'est-à-dire que l'enfant, il est l'émotion qu'il vit. Il vit pas une émotion, il est l'émotion qu'il vit. Et c'est très, très difficile pour eux. Avant 5-6 ans, les tempêtes émotionnelles, on dit, il fait un caprice. Non, ça existe. Le caprice n'existe pas. C'est une immaturité cérébrale. L'enfant, il n'est pas équipé dans sa tête pour faire face à certaines situations. Il est la joie, il est la peur, il est la tristesse. Et c'est l'adulte qui, avec son attitude empathique, chaleureuse, bienveillante, va lui permettre de comprendre les situations, surtout dans la répétition, de petit à petit prendre du recul par rapport aux situations parce que les connexions sont en place. Est-ce qu'on pourrait dire que justement dans cette période du postpartum où les hormones sont vraiment exacerbées, enfin oui, est-ce qu'on pourrait dire que la femme à ce moment-là, elle est cette émotion comme... complètement. Il y a aussi des périodes sensibles pendant la grossesse et au moment de l'accouchement en particulier, où là, il y a un festival d'hormones et forcément, on se sent très différente et très sensible. Et c'est justement là que l'entourage a tout son rôle. Entourer cette maman qui avait une chose exceptionnelle que de donner naissance, il y a rien d'anodin dans tout ça. Elle est dans une prédisposition qui lui permet pas de gérer certaines autres situations. Elle est toute préoccupée, accompagner son bébé et elle est équipée pour ça. C'est pour ça qu'au Moyen-Âge, on parle des 40 jours de relevailles. Elle était l'objet de toutes les attentions de sa communauté, de son village pendant les 40 jours. Parce que ça correspond à ses besoins. Donc, chez nos anciens et dans beaucoup de cultures, on est très juste dans l'accompagnement de la naissance. Et malheureusement, dans nos sociétés dites évoluées, qui en fait régressent, on s'éloigne de l'humain et on accompagne très largement, insuffisamment ces mamans à cette période très sensible. Dans le coffret sur la maternité, là, j'ai travaillé justement sur tout ce qui se passait dans le postpartum à travers le monde et c'est exactement ce que tu décris.
partout à travers le monde avec des rituels assez différents. En fait, la femme, elle est extirpée de son quotidien, elle est prise en charge en fait par sa communauté, par une communauté de femmes en général qui prennent soin d'elle et qui lui permettent pendant 30, 40, 50, même certains 60 jours, elle est à part avant de repartir en fait dans la vie entre guillemets normale. Donc il y a vraiment ce moment un petit peu particulier où il y a besoin de prendre soin de soi. Du coup, j'avais envie de te poser cette question. Qu'est-ce qui t'a poussé à monter cette association Ensemble pour la petite enfance? Je pense que ça a été justement un manque de village. Un manque du village. On dit il faut tout un village pour élever un enfant. Il faut beaucoup d'intelligence collective. Tout seul, c'est très, très difficile. Et moi, j'ai manqué de ce village. Et quand j'ai eu mes enfants, petit à petit, voilà, l'idée est venue. J'ai créé des structures. J'ai travaillé dans 3 autres pays que sont l'Australie, l'Inde et le Québec. J'ai beaucoup observé les pratiques là-bas. Et j'avais vraiment à cœur de mettre en place un dispositif de prévention précoce comme je l'ai connu et vécu, puisque c'était mon métier en Australie à 20 ans, pour entourer les parents pendant cette période sensible. C'est une proposition que j'ai faite dans le rapport des 1000 premiers jours. Et la proposition que j'avais faite, c'est donc celle que je connais bien, hein, c'est ce dispositif qui permet à tous les parents, dès la sortie de la maternité, 10 par 10, avec leur bébé, de rejoindre un groupe et de composer un groupe dans leur quartier. Un groupe, c'est, voilà, ça s'installe dans une pièce, à la PMI, au centre social, au lieu d'accueil parents-enfants, dans une crèche ouverte le samedi matin, etc. Là, on l'installe absolument partout. C'est un dispositif gratuit de l'association et ces parents donc sont suivis par un facilitateur qui est là de façon très horizontale pour que chacun trouve sa place, qu'on soit allophone, d'une autre culture, quelle que soit la situation, on est parents. Et on va devenir parents ensemble. Et c'est ce cercle de solidarité, même quand on a déjà été parents, hein, il y a des familles qui viennent, ils ont 5, 6, 7 enfants. Ils viennent parce qu'à chaque naissance, c'est un événement très particulier. L'enfant, il est unique. Et on accompagne cette parentalité c'est des groupes d'1h30, 2 fois par mois, d'avant la naissance jusqu'à la fin des 1000 premiers jours. Et cette première année passée ensemble va permettre de bâtir une conscience de soi dans la maternité, dans le devenir parent, aussi de bâtir une confiance, l'empathie, la bienveillance, l'attention privilégiée à nos enfants, et puis on partage des connaissances autour du développement sur tous les sujets, l'alimentation, la surexposition aux écrans, l'empathie, la relation à l'autre. Et on se suit, ça crée ce cercle de solidarité entre parents. En fait, on crée un village autour de cette communauté. Et que moi, j'ai vécu en Australie vraiment au jour le jour, avec ces parents qui s'épanouissaient séance après séance, parce qu'ils y trouvaient leur place. Les bébés sont au centre du cercle et on part de l'observation des bébés pour aborder des sujets qui sont les sujets du quotidien. Mais personne vous dit ah, mais c'est ça qu'il faut faire. Hein. Non, 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 ça, il n'en est pas question. Non, il n'y a pas de décision et il n'y a pas de comparaison entre les bébés. Ils ont tous le même âge et on avance ensemble en communauté, un peu comme un village. Et ça, vraiment, je le souhaite à tous et j'ai besoin de votre aide. Parce que c'est un dispositif qu'on a lancé donc juste après le rapport des 1000 jours, il y a 1 an et demi. Et on voit des maisons des 1000 premiers jours qui s'installent partout, qui sont gratuites, qui accueillent la grande mixité dans des quartiers vulnérables, dans toute la France, mais aussi sur les territoires ultramarins, et qui permettent donc d'agir sur ce milieu qu'est la famille, qui à son tour agit pour le bien-être de leurs enfants. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait appel à ton association Ensemble pour la petite enfance, justement pour que tous nos auditeurs puissent faire un don et qui sait combien il faut-il pour monter un petit réseau là comme ça de 10 parents. Ouais, ce serait vraiment magnifique. On a bien besoin de vous. On est aidé par quelques fonds d'État qui permettent de financer le salaire du facilitateur, qui est un professionnel, qui est formé. On a besoin d'à peu près 5 000 € par maison. Mais comme on est le centre de ressources nationales pour la petite enfance, on accompagne aussi des situations d'urgence, comme
la situation des 7 millions d'enfants en Turquie aujourd'hui. Donc beaucoup sont maintenant orphelins. On est en train de bâtir une action sur la résilience de ces enfants et on aide beaucoup également l'Ukraine avec des bénévoles qui s'intéressent aux enfants et qui leur font faire de l'art-thérapie. Donc les enfants n'ont pas besoin de parler la langue, mais ils vont exprimer leur trauma avec des personnages. Et voilà, on travaille beaucoup là-dessus, on dédie beaucoup de notre temps pour les situations d'urgence qui malheureusement se complexifient et se multiplient depuis la sortie de crise Covid. Donc on a des besoins importants pour aider ces enfants, mais aussi pour faire de la prévention précoce dans les maisons des 1000 premiers jours. D'accord, donc en fait, à la fois, vous avez besoin de fonds et également besoin de bénévoles? Oui, absolument. D'accord. Donc en fait, il y a 2 manières de pouvoir participer donc pour Ensemble Oui, pour la petite enfance. C'est à la fois en faisant un don et à la fois, en oui. étant bénévole. Vous trouverez tout ça, hein, dans la bio de l'épisode pour pouvoir, prendre contact, avec Ensemble pour la petite enfance. On va passer à notre deuxième question, Nathalie, une valeur humaine qui te rend heureuse? L'empathie, Ouais. Mmh. cette capacité à se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses besoins, ses difficultés, ses attentes. Je pense que si on accompagnait l'empathie naturelle des tout petits, parce qu'on le sait, hein, la littérature scientifique nous le dit, les bébés naissent empathiques. Un peu comme Rousseau, hein, c'est la société qui nous corrompt. L'école peut être parfois un peu stigmatisante et éloigner cette empathie naturelle du comportement de nos enfants. Eh bien, on construirait des sociétés plus coopératives, plus attentives aux autres, moins dans la concurrence. C'est vraiment une recherche importante pour nous et c'est le cœur de notre mission parce que on travaille avec les milieux de recherche sur l'encouragement de l'empathie naturelle des enfants pour qu'elle ne s'épuise jamais et qu'elle grandisse avec une action qui s'appelle Accompagne-moi et qu'on développe auprès de tous les professionnels de la petite enfance et bientôt de l'éducation nationale avec 2 petites marionnettes, un éléphant qui est le symbole de l'empathie, qui s'appelle Pilou, et un petit singe, Filou, qui vient chatouiller les pratiques quotidiennes de nos enfants pour voir si l'empathie est bien solide et bien en place et si elle se développe. Voilà, parce que on voit dans beaucoup de sociétés traditionnelles des pratiques empathiques à l'école qui permettent à ces sociétés de rester très en lien les Mmh. uns avec les autres et on a vécu des isolements drastiques. On a besoin de retrouver du sens, le sens de l'autre, du sens social, du sens dans nos relations. Et je pense que l'empathie peut vraiment changer le monde. C'est clair et puis, ça fait, désamorcer aussi bien des tensions parce qu'entre 2 humains, avoir des tensions, c'est quelque chose qui est normal puisqu'on est chacun unique et de ce fait-là, y mettre sa petite dose d'empathie permet de pouvoir, ça veut pas dire accepter, hein, Non, mais ça veut dire simplement comprendre, entendre, reconnaître ce que l'autre est en face de soi est en train de vivre et ça, c'est véritablement, important. C'est extrêmement intéressant de savoir que le bébé est né empathique et qu'en fait, il perd ses capacités d'empathie, donc quelque part, on l'a tous au fond de nous, donc il suffit toujours de réactiver un petit peu. non, absolument. Pas trop conditionner les enfants dans les laisser avancer dans leur créativité et leur curiosité naturelle. Tout à fait et tout ça dans un cadre sécurisant, bien sûr. Absolument. La Ouais, ouais. sécurité affective, c'est la première pierre. Ouais, la première pierre et puis à l'intérieur et effectivement favoriser, enfin je suis très en lien avec ce que tu amènes. Mais bon, très souvent, hein, il y a des petits drivers, comme on les appelle dans le jargon, qui viennent s'installer, le genre, sois fort, sois parfait, dépêche-toi et qui viennent un peu, nous aiguiller, qui nous font des espèces d'autoroutes neuronales, qui nous font avoir des comportements de temps en temps qui sont plus forcément Exactement. adaptés quand on est adulte. Mmh. Tout à fait. Exactement. Ouais. Passons à notre troisième question, Nathalie, un événement qui t'a rendue particulièrement heureuse? Alors, c'est pas le cas de tout le monde, et ça, il faut l'entendre aussi. Moi, ce qui m'a rendue particulièrement heureuse, c'est de devenir maman. Ça m'a ouvert un champ incroyable. Et d'ailleurs, il y a des sociétés. Alors, nous, on travaille beaucoup sur la conciliation des 2 vies,
professionnelle et privée. Et il y a des sociétés qui font des entretiens de retour de maternité ou de paternité, du congé pater, parce que on développe des qualités, les compétences sont différentes quand on devient parent. La patience, l'empathie, la coopération fait partie des compétences parentales de beaucoup de parents, et ça fait du bien parce qu'on ajoute quelques cordes à nos arcs, hein, et ça, si ça nous fait grandir, tant mieux. En tout cas, pour moi, ça a été ma plus grande expérience de vie, de devenir maman. À ce moment-là, c'est très important d'être entourée. J'aime beaucoup de transformer en fait ces moments de maternité qui peuvent être des moments un peu délicats et un peu difficiles en atout finalement. En fait, on acquiert beaucoup de choses et c'est ce que je cherche à démontrer aussi avec le coffret maternité. Justement, c'est quels sont tous ces atouts que je peux aller puiser dans cette nouvelle vie et dans ces nouvelles cartes que j'ai en main finalement. Parce que la donne est un peu redistribuée quelque part. Ouais, c'est ça. Il faut s'interroger un peu aussi et puis être en lien avec soi-même pour comprendre quelles sont ces nouvelles compétences qui émergent. Mhm. On en a fait un film avec le docteur Boris Cyrulnik, le professeur Antoine Guedna, Isabelle Filiosa et moi. On a suivi 6 bébés pendant 6 mois. C'est un film qui s'appelle Là où tout commence, les 1000 premiers jours. Les premiers 1000 jours, et c'est bientôt sur France Télévisions, sur France 2 en prime time. Je sais pas encore la date, sinon je vous l'aurais dit aujourd'hui. Mais ça nous a occupés, et on voit ces parents qui s'éveillent, hein, et chaque fois différemment à l'arrivée d'un nouveau bébé. Mais ça peut être aussi des moments très fragilisants dans la vie. Bien sûr, qui ont besoin d'être accompagnés. Et c'est là où on parlait tout à l'heure de la force de ne pas être isolé, de Tout à fait. s'appuyer aussi sur la communauté qu'on a autour de soi pour pouvoir traverser ce moment et accepter cette vulnérabilité qu'on peut avoir pendant quelques moments. L'autre question suivante, quel est ton secret pour être heureuse, Nathalie? Mon secret pour être heureuse, je dirais essayer d'être alignée avec moi-même, hein, à partir de mes valeurs, de ma vision. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'accomplir dans ma vie? Être alignée avec moi-même, et ça passe par les petits bonheurs du quotidien et vivre l'instant présent. Pour ça, c'est très très important, et c'est souvent quelque chose que j'entends depuis cette crise aiguë, terrible, inouïe du Covid. Il y a eu beaucoup d'isolement. Encore des personnes qui osent pas sortir de chez elles, qui arrivent pas à se mêler à une foule et être en collectivité. Donc, quand on retisse des liens, c'est important d'apprécier le moment présent. C'est des petits bonheurs d'émerveillement au quotidien qui sont vraiment importants, parce que l'avenir peut être un peu complexe, et on se dit que si on a rempli notre réservoir avec des petits temps agréables pendant lesquels on s'est senti en phase avec les autres, parce que c'est surtout ça, c'est tisser de la relation bienveillante et chaleureuse. La qualité de la relation, c'est tellement essentiel, hein. C'est les compétences du 21e siècle, nous dit l'OMS. Voilà, c'est déjà ça de gagner. C'est pas moi qui devais dire le contraire. 2 minutes de bonheur pour prendre le temps d'être heureux. Et comment créer du lien, et c'est tellement important, clairement. Et hop, je me lance. Dis-nous, Nathalie, quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Alors, je dirais d'abord la plénitude, parce que c'est un état que j'ai expérimenté 3 fois dans ma vie quand j'allais donner naissance à mes enfants, et ça a été un moment très très fort. Je dirais l'amour de l'autre, qui est c'est la première des émotions. Et puis il y a des actes d'amour qui peuvent se matérialiser par un regard, par une main tendue, à tout moment, auprès de beaucoup de personnes et des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et puis la tendresse, parce que je trouve qu'on est dans un monde très compétitif, assez violent, et que parfois on s'autorise peut-être pas assez à avoir ces moments de tendresse, des mots doux partagés en famille, avec ses proches, avec ceux qu'on aime. Se dire je t'aime, c'est tout simple, mais en même temps
parfois on se l'autorise pas. Donc ça fait tellement de bien, c'est toutes ces hormones du bien-être qui se diffusent dans le cerveau et qui permettent de s'aligner et d'être sur la même longueur d'onde, ces cerveaux qui se synchronisent. C'est ce que les neurosciences nous disent. Et cette relation bienveillante, elle est nécessaire pour surmonter des épreuves et des défis au quotidien. Oui, tout à fait. Une relation bienveillante, positive, qui sont comme des torrents d'émotions positives qui viennent inonder le cerveau de tous ces bienfaits. Notre dernière question, Nathalie, en 2 minutes, qu'est-ce que tu auras envie de dire et de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? C'est déjà chouette qu'on partage ce podcast et puis s'autoriser à ces petits temps, ces bulles de bonheur dans la journée, au quotidien, dans les maisons des 1000 premiers jours, en famille. Ne jamais hésiter à partager de la tendresse et de la chaleur humaine, de l'humanité, parce que agir rend heureux. C'est Yann Arthus Bertrand qui le dit, mais il n'est pas seul à le dire. À donner, à faire du bien autour de nous, ça rend terriblement heureux. Clairement, clairement. Alors, du coup, ça va très, très bien avec le podcaston. Donner rend heureux, ça c'est certain. En donnant, on s'enrichit, en fait. Et du coup, n'hésitez pas donc à donner pour l'association Ensemble pour la petite enfance ou devenir bénévole parce qu'ils en ont besoin aussi. Et je pense que c'est vraiment formidable. Le podcast touche à sa fin, Nathalie, cet épisode un petit peu spécial. Donc, j'invite tous nos auditeurs à aller faire aussi un tour sur podcaston.org pour découvrir les autres assos qui sont également présentés. Je compte sur vous, tous nos fidèles auditeurs, et Dieu sait si vous êtes nombreux et de plus en plus nombreux pour soutenir Ensemble pour la petite enfance et faire une promesse de don. Je vous rappelle, le lien est dans le bio de l'épisode. Nous avons notre petite mousse. Notre petite mousse, c'est une citation. Et cette fois-ci, elle est tout en légèreté et tout en petite bulle de bonheur. Et elle nous dit, elle vient de Confucius, et elle nous dit « L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru ». C'est très sage et c'est vrai que l'expérience ne se transmet pas, malheureusement. On aimerait tous qu'elle se transmette, mais elle ne se transmet pas. Et en fait, souvent, c'est en expérimentant, en écoutant les autres, qu'en fait, on se fait sa propre idée, qu'on va se mettre en action et on va agir. En tous les cas, merci Nathalie de ta présence et puis bravo pour tout ce que tu fais pour Ensemble pour la petite enfance. Tous ces enfants et ces parents ont de la chance de pouvoir avoir toutes vos formations et vos sages conseils et vos sages mots. On a une équipe formidable. Merci. Merci Raphaël. Merci Nathalie. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.